c'est cool. Je posais la question à l'instant à Audrey. J'imagine que ça a dû être un événement de fou pour toi, le Festival de Cannes. Ouais, bah elle l'a bien résumé, j'ai trouvé justement, c'est un truc, c'était une bulle un peu, comme si je m'étais réveillé et que j'étais même pas sûr que ça allait vraiment exister, tu vois. Comme si on s'était retrouvé dans un espèce de vortex, c'est les flashs, les trucs. Et ouais, c'est un peu irréel, mais en tout cas, on a des souvenirs qui sont inoubliables, je pense. Quel a été l'accueil du public? Il a été bon, je crois. En Ouais, fait, ouais. c'est très bizarre. Non, mais c'est très très bizarre. Vous y étiez, rassurez-moi. Non, Ouais, mais on mais- était tendus là, comme ça, à se tenir. Ça faisait quasiment 24 heures que j'avais pas dormi parce qu'ils te mettent des essais techniques à 4 heures du matin et donc tu passes après dans un espace-temps hyper bizarre. Et moi, je passais mon temps à essayer de guetter comment réagissaient les gens, sauf qu'en fait, t'entends rien. Le film est tellement fort que t'entends que le film. Donc je me suis dit, putain, ça n'a pas réagi, c'est tout pourri. Et puis, non, il y a eu une belle standing ovation, donc je pense que les gens ont bien réagi, mais après, c'est Cannes, hein, je pense que tous les films se font applaudir, donc voilà. Voilà, c'est un peu l'impression que ça donne. Quelle humilité. Non, là, mais c'est la vérité. Ryan Badi, Chloé Le Serre, comment s'est déroulé le tournage pour vous? Comment ça s'est passé? Comment est-ce que vous en êtes ressortis de ce tournage? Vivant, déjà. Ouais, c'était bien. mais aussi, Bah, je sais pas. Moi, belle expérience? Ouais, c'était. Moi, j'ai kiffé. Ok. Chloé Le Serre. C'était génial, c'était hyper intense. On a fait beaucoup de répètes, de danse, de musique, de rap, etc. Et on a vécu un peu... j'ai eu la sensation de faire un peu comme les débuts d'NTM en fait. Parce qu'on était un vrai groupe, une famille, et on a bossé à fond pour aller jusqu'au bout de ce projet. Et c'était formidable, c'était vraiment intense. Eh bien, merci. On peut les applaudir comme il se doit. Chloé Le Serre, Ryan Badi, Audrey Frigo, présidente du jury de cette troisième édition du Festival Les Invisibles, et Théo Christine. Est-ce qu'on peut les applaudir comme il se doit, s'il vous plaît? Toute l'équipe du film Suprême, s'il vous plaît. J'ai un autre micro dans la poche. Ouais, pas tous, mais bon, il y a quand même déjà pas mal de gens qui sont là. Hein. On est plutôt hyper contents de tous vous avoir. Donc merci beaucoup déjà de nous avoir fait l'honneur de pouvoir diffuser ce film en toute première projection publique après le Festival de Cannes. C'est quand même pas courant, messieurs, dames. Donc rien que pour ça, vous pouvez encore les applaudir très très fort. Bien évidemment, on va vous laisser la parole, parce que je pense que vous avez plein de questions à leur poser. Mais moi, je vais quand même en poser une première à Audrey, parce que je suis obligé de commencer par cette question-là, parce que comment on s'attaque à un mythe comme NTM, qui représente énormément de choses au niveau social, au niveau de toute une génération, toute une époque, comment on a cette idée un petit peu suicidaire à la base? Ouais, c'est ça. Je pense que j'avais des problèmes dans ma vie à ce moment-là. Je crois que la question, c'est pas comment, mais pourquoi. Ça me va aussi. Voilà, parce que comment, finalement, c'est en travaillant, mais pourquoi, c'est parce que c'est évidemment c'est un emblème fort de la culture hip-hop, mais pas que, en fait, ça fait partie de la culture française et c'est des personnes qui ont énormément compté. Enfin, vous venez de passer 2 heures avec eux, avec leur premier texte, et qui sont quand même d'une brillance et d'une clairvoyance assez rare pour on l'a trop rarement souligné, c'était des gamins qui étaient capables d'écrire des paroles encore valables 30 ans plus tard. Voilà. Et c'est justement ce 30 ans plus tard qui est la raison du pourquoi. C'est de se dire que 30 ans après, rien n'a changé. Alors, moi, j'ai aussi grandi en quartier, donc forcément, je suis très, très, très... concernée par l'évolution ou la non-évolution des choses. Et surtout, il est aussi temps de raconter que cette jeunesse qu'on aime tellement stigmatiser année après année, qu'elle fasse du rap, qu'elle fasse du foot, ou qu'elle vende de la drogue, ou qu'elle vive sa vie, elle en est là aujourd'hui parce qu'elle a été abandonnée par les gens qui gouvernent. Et c'est très important de le rappeler. Ces mecs, ils sont une réussite aujourd'hui, mais il y en a combien qui représente l'échec de l'éducation, l'échec de la justice, l'échec de la France, parce que c'est la France qui a délaissé une partie de
sa moitié en fait. Donc voilà, moi j'avais aussi envie de raconter ça, mais à travers une épopée heureuse et qui finit bien, entre guillemets, c'est-à-dire leur réussite à eux et leur carrière. Parce qu'on pourrait aussi raconter l'autre versant, mais on a tellement l'habitude de le voir finalement. Donc voilà. En tout cas, un grand respect parce que c'est, je pense, fait vraiment avec brio. C'est vrai que leurs paroles, je pense qu'elles ont encore énormément de sens à l'heure actuelle. Elles résonnent, je pense, dans le cœur de beaucoup de jeunes à l'heure actuelle. C'est vraiment des messages qui sont, j'ai envie de dire, essentiels pour toute une génération. Et vraiment, vous avez su les mettre en valeur d'une manière remarquable, que ce soit vous en tant que réalisatrice, mais vraiment aussi tout le casting qui est quand même assez fabuleux, assez jeune, beaucoup de personnes qu'on voit pour la grande partie pour la première fois à l'écran. Et là aussi, je veux tirer un grand coup de chapeau parce que pour le coup, c'est assez impressionnant. On a discuté aussi un petit peu parce que pour le coup, en tant que musicien, ça me parle d'autant plus. Et c'est vrai que toutes les prestations live sont vraiment live. Les prestations live sont vraiment live. Et ce qui est tout à leur honneur, je te laisse parler après de ton expérience à toi. Mais eux, ils sont comédiens, ils ne sont pas rappeurs, ils ne sont pas danseurs, ils ne sont pas musiciens. Et donc ce travail-là, d'aller adopter et apprivoiser un langage musical, mais j'ai un respect pour eux sans fin parce que c'est très compliqué. Et ils l'ont fait, que ce soit pour chanter, pour rapper ou pour danser, ils l'ont fait avec... c'est pas talent, mais une vérité, une sincérité de tous les instants. Ils avaient envie, eux aussi, de rendre hommage à ces mecs-là à travers l'expression de leur art. Et là, pour le coup, le suicide, il est pour moi, mais il est tellement pour eux. Parce que si eux, sur scène, ça le fait pas et qu'ils ont le charisme du nitre, c'est mort. Parce qu'on parle quand même de deux gars qui brûlent la scène. Donc, surtout Didier. Donc, pour le coup, la théorie du suicide, elle est plutôt pour Théo. Mais voilà, c'est quand même important de souligner le travail d'un an accompli pour arriver à ça. En tout cas, un grand bravo. Est-ce que c'est possible peut-être un peu de nous partager l'expérience que... Ouais, bien sûr, pardon. Rebonsoir, ça vous a plu? Ok, cool. C'est un énorme défi quoi, quand tu vois ça qui arrive et qu'on te dit c'est toi qui es retenu pour ça. Donc moi j'aime bien les défis, donc ça m'allait, tu vois. Et je me suis surtout dit que pour réussir à raconter cette histoire avec une vérité, avec le plus de vérité possible, il fallait que je plonge vraiment dans le truc à mort. Donc je me suis vraiment mis dans un truc de... Tu vois, moi qui habite pas en cité, j'ai loué un truc en cité pendant le tournage, et que ce soit dans la musique, je me suis refait... Moi j'écoutais pas forcément trop de rap au début, tu vois. Et donc j'ai vraiment refait toute ma culture musicale, je me suis plongé à 100% dedans. Et parce que c'est un projet et une réalisatrice aussi qui m'a permis de faire ça, parce que c'est pas sur tous les films que tu peux avoir autant de prépa et avoir autant de temps pour travailler. Et voilà, après on a été entouré d'une équipe du tonnerre de Dieu, vraiment. Qui nous ont poussés, on était tous ensemble, donc forcément on est plus fort ensemble que tout seul. Et voilà, avec Chandor, on a une alchimie aussi qui a super bien marché. Par exemple, lui, il avait déjà fait de la musique, il avait déjà un groupe, tout ça, donc musicalement, il était déjà beaucoup plus au point que moi, comme un petit peu ça peut se ressentir dans le film, tu vois, Bruno qui a de l'avance sur Didier au niveau musical, quand on pose des textes, tout ça. Donc il y a beaucoup de trucs comme ça sur toute la prépa qui sont reflétés vraiment dans la réalité, et du coup, ça fait qu'on était dedans, quoi, et que c'était cool. Il y a dû y avoir une grosse ambiance quand même sur le tournoi. Ouais. Colo. Bon, est-ce que vous avez peut-être envie d'intervenir, poser quelques questions? Il y a Amine qui va se balader avec le micro. Surtout, n'hésitez pas, c'est toujours la première la plus difficile. Il y en a déjà 2, 3, 4. On va passer un bon moment ensemble, je le sens. Ça va être très cool. Ça va être très très cool. Mais alors, Amine a un problème de vue. Alors, je m'excuse. Voilà. Vous dites Amine! Ou Amir, je veux bien aussi. C'est pareil, si Chloé ou Ryan ont besoin d'un micro, je donne le mien avec grand plaisir. Bonjour. Alors, ce que je vais dire là, je ne connais pas le groupe NTN. C'est parfait. Voilà. Et je vous ai trouvé très crédible. Et moi, j'ai découvert aussi les paroles
Voilà, évidemment, je connais Joe Star, évidemment, j'ai entendu parler de lui, hein. C'est pas non plus un inconnu. Donc voilà. Mais j'ai jamais été attirée par la musique rap, ça m'intéresse pas du tout, vous voyez. Mais j'ai trouvé ce film, je crois qu'il faut aussi s'intéresser à l'histoire de vie, aux histoires, à la société dans laquelle on vit. Donc c'est pour ça que je suis là ce soir. Je crois que c'est important aussi d'avoir ce regard-là sur le monde, qui est une réalité. Et je pense qu'on a dû vous poser déjà la question, que pense le groupe NTN de ce film? Est-ce qu'ils vous ont fait part de leur retour, de leurs observations? Comment est-ce que ça doit pas être évident de se voir ou pas se retrouver dans des personnages qui est quand même un film aussi, une fiction, quelque part, non? Tout à fait. Donc, déjà, il faut savoir qu'ils ont été impliqués dans le projet dès le début. Voilà, j'ai eu une collaboration avec eux à l'écriture. Enfin, voilà, c'est un long process, mais ils ont toujours été présents sur les 4 années là, qui nous séparent entre je veux faire le film et on se parle là maintenant, 4-5 années même. Ils ont toujours été présents et voilà, on parlait tout à l'heure, moi, il y a le Festival de Cannes, mais en fait, finalement, moi, mon enjeu à moi, c'était le moment où ils allaient voir le film et qu'est-ce qu'ils allaient en penser. Parce que la responsabilité de raconter la vie de quelqu'un, c'est quand même très étrange. Moi, je raconte des histoires et là, d'un seul coup, je racontais l'histoire de 2 personnes. Et ça, c'est très, très, très bizarre à vivre. Trouver sa place pendant tout ce processus de création aussi, c'est vraiment un questionnement qui était assez nouveau pour moi et pas forcément tout le temps agréable. Pour autant, ils ont aimé le film, donc tout va bien. Les 2 ont été touchés, les 2 se sont retrouvés, les 2 ont redécouvert. Même quand ils venaient en répétition, ils se rappelaient même plus. Les 2 ont pleuré. Se rappelaient même plus des textes qu'ils avaient écrits plus jeunes, etc. Donc la Madeleine de Proust a fonctionné en tout cas, et surtout ils s'y sont retrouvés, donc l'essentiel était réussi. Bonsoir à tous, je vais avoir une question beaucoup plus rapide, rassurez-vous. J'ai une question pour Théo. Comment avez-vous réussi pour cerner, percer, incarner un personnage aussi complexe que Joe Star? Qu'est-ce que j'ai commencé par quoi? Je crois que j'ai commencé par toutes les archives vidéo que je pouvais trouver sur internet, tout ça. Après, j'ai lu tous les bouquins qu'il avait lui écrits. Il y en a un qui est autobiographique qui s'appelle Mauvaise Réputation. Et après, je me suis aussi aventuré sur d'autres bouquins qui parlaient du hip-hop, mais qui regroupaient aussi NTM dans tout ça. Après, j'ai passé du temps avec lui aussi. Ils nous ont invités en tournée, sur leur dernière tournée qu'ils ont fait là à Bruxelles. On est allé avec eux pendant 3 jours, donc on a vraiment pu voir, même si c'est 30 ans plus tard, tu vois, il y avait toujours cette espèce de vibe et la même ambiance, cette énergie qui était tout le temps présente. Donc ça, on a pu le vivre pour de vrai, et c'était vraiment, vraiment hyper constructif pour nous. Et voilà, et après je prends ces traits de caractère, tu vois, ce truc de vagabonder, de pas avoir trop de chez soi et tout pendant qu'il est dans la rue, bah ça j'essaie de l'expérimenter aussi dans la vraie vie. Donc je rentrais pas trop chez moi pendant la prépa. Mais voilà, j'essaie de m'attacher à certains traits de caractère qu'il a, tu vois, si c'est de la nervosité, si c'est un truc. Et moi, dans ma vie personnelle, je vais axer là-dessus. Peut-être après, je peux partir un peu en couille, mais voilà. Parce qu'il faut savoir un truc. Là, vous vous rendez pas bien compte parce qu'il est encore un peu Didier par moment, mais Théo, il n'est pas du tout. Il est très loin de Didier dans la vraie vie. Ce que Chandor a moins, finalement, en avançant dans le film, on se rendait compte qu'il avait beaucoup de points communs avec un peu dictateur comme Fulchen, alors que Théo part de plus loin en termes de proximité avec le personnage, et c'est tout un travail, mais tu n'es même pas capable de le dire parce que je pense que tu t'es même pas rendu compte de tout ce que tu as fait. Mais parce que tout est tellement fin dans ce qu'il fait, la manière de marcher, de bouger sa bouche, les mimiques des choses, juste des attitudes, tout ça il l'a chopé, il l'a observé, il a essayé, je vois très bien qu'il a dû faire ça 200 000 fois devant sa glace.
Devant les vitrines. Voilà, c'était sûr. Et mais voilà, mais parce que c'est un gros bosseur. Ouais, c'est que ça m'amuse aussi, j'adore en fait. J'adore me prendre pour d'autres personnes, je crois. Donc l'amour que j'ai pour ce truc-là, ça m'aide là-dedans peut-être aussi. Mais ouais, je faisais du surf avant moi. Chanter. D'autres questions? Comment ça se passe pour le tournage? Alors comment ça? Le tournage en général, qu'est-ce que... Précise un petit peu, tu peux? Comment ça se passe quand vous préparez? Quand on arrive le matin, tu veux dire? Eh ben, on arrive le matin, des fois c'est très tôt, des fois c'est plus tard. Et donc on arrive dans nos habits comme ça, tu vois, il y a un truc qui s'appelle le HMC, qui est une espèce de loge. Habillage, maquillage, coiffure, voilà. HMC. J'y vais, ils vont me donner mon costume pour les scènes qu'on a à tourner de la journée. On va me maquiller un petit peu si j'ai une coiffure à changer ou du sang ou des cocards comme tu as vu. Et après on se dirige vers le plateau, ça fait action et c'est parti, jusqu'au soir. C'est ça que tu voulais savoir ou il y a un autre truc? Dis-moi. Que ça. Ok, top. Bonsoir à tous. Tout d'abord, je voulais dire que c'est un très beau film. Je demande encore ce qu'on applaudisse pour vous parce que c'est très fort. On sent qu'il y a beaucoup de travail, il y a beaucoup de choses qui ont été faites. Au début, ma question, c'était si tu avais étudié la vie de Joey Starr avant. Moi, du coup, elle a été posée. Mais ce que je voulais savoir, c'est quand vous avez écrit le film, est-ce que... comment dire? La question, elle m'échappe. Voilà, elle m'a échappé. Tranquille. Ça va revenir. Oui, bonsoir et encore merci pour le film. Il est vraiment. J'avais entendu parler que Joey Starr avait miaulé après le film. Exactement, c'est exactement voilà, le terme. Je comprends tout à fait pourquoi. Ma question est comment ça? Enfin, vous avez mis combien de temps à vous entraîner pour avoir la même énergie sur scène que? Parce que vous chantez, vous dansez. Et pour les avoir vus aussi sur scène, ils ont une énergie de folie et vous arrivez à la retransmettre. Donc vous êtes entraîné combien de temps pour ça? Et imaginez juste un truc, eux, contrairement à la vraie vie, ils le font 8 heures d'affilée, le même morceau. Toute la journée de tournage, ils refont pendant 8 heures le même morceau. C'est ça que j'ai oublié de te dire, c'est qu'on refait plein de fois les mêmes choses, plein de fois, c'est long. Quand vous avez fait un an. Ouais, un an et demi même. Un an, je crois. Et après, je sais pas, le moment où on a touché un peu le goal, je sais pas, c'est pas trop... Je peux pas trop me rendre compte, c'est plus Audrey qui... En fait, il y a eu un long process, malgré tout, pendant cette année, où il y avait d'abord rentré dans... En fait, on est rentré dans la scène NTM par les morceaux les plus récents, parce que c'est là où il y a des vidéos, pour qu'ils puissent se nourrir. Ils ont chopé des mimiques, et puis petit à petit, moi je leur disais ça on garde, ça on enlève, ça on garde, ça on enlève, etc. pour arriver à eux à 20 ans et non pas eux sur la fin. Déjà ça a bien duré 4-5 mois. En parallèle, ils avaient des cours juste de... Il y avait soit le rap tout seul, soit le rap avec l'attitude scénique quand il y avait Gladys et Nati, soit que de la danse, parce qu'il y a aussi tout le crew de danseurs derrière qui a bien sué et transpiré pour tenir la cadence, parce qu'à l'époque, c'était quand même un tempo en mitraillette. Et vraiment, non, tout ça, c'est un an, parce qu'on devait tourner initialement en mars 2020, et puis voilà, on est tous rentrés au frigo pour 3 mois. Sorti de là, il a fallu relancer la machine. Ouais, moi, c'est un peu au retour du confinement que j'ai senti que... on a relancé la machine, on est parti faire le métro en Vandale, et après, en fait, on était lancé, on a tourné en août, donc voilà. C'est 1 an de répète quand même. Et si tu veux, avant de monter sur scène ou de faire des concerts et de vouloir rapper comme eux, tu vois, il fallait que d'abord nous, on apprenne à rapper nous, tu vois, Théo et Chanteur, que nous, on devienne un peu des rappeurs, qu'on soit à l'aise avec notre truc, pour après pouvoir l'élargir au prisme d'NTM. Voilà. Merci. Bonsoir. Alors déjà, merci pour le film, pour... le fait de perpétuer aussi une forme de culture en France qui se perd. On voit qu'on a vu des super films comme NWA, par exemple, aux États-Unis, sur la culture hip-hop et sur la culture un peu, entre guillemets,
voilà, d'une certaine population qui peut être oubliée parfois. Moi, ma question, elle est plus sur la genèse du projet. Est-ce qu'on voulait raconter quelque chose sur la France et sur comment ça se passe en quartier? Et donc, on a été chercher NTM pour pouvoir apporter ce propos. Ou est-ce qu'on a juste voulu parler d'NTM et, a fortiori, NTM rapporte ce propos-là? Bah, c'est exactement ce que je disais tout à l'heure, en fait. Il y a l'histoire d'NTM et cette époque-là qui colle avec cette période où la France se découvre une jeunesse de banlieue, en gros, avec toutes ces émeutes successives qui sont retranscrites à la télévision. Et c'était pas le cas jusqu'alors. Donc voilà, il y a vraiment ce soulèvement propre à la jeunesse de banlieue, on va dire, qui surprend la France, en tout cas, qui découvre cette jeunesse-là, vraiment. Il y a eux qui incarnent, parce qu'ils ont un truc, en fait, que je trouve n'a plus vraiment la jeunesse d'aujourd'hui, en tout cas on ne ressent plus du tout dans les textes d'aujourd'hui, c'est qu'eux, ils pensaient que les choses pouvaient changer. Et eux, ils pensaient qu'en dénonçant les choses, alors ça pourrait changer. Et non, mais en tout cas, ils ont essayé de le porter, et longtemps, parce que finalement, sur leurs 4 albums, c'est quand même ça qui... Laisse pas traîner ton fils, c'est encore et toujours la même chose. Hein. Il faut encore que des choses changent, mais on peut croire que ça peut changer. Et donc, eux, en ayant cette gouaille-là et ce courage-là, de prendre le micro et de dire, bah, nous, on va dire ce qui se passe vraiment chez nous et comment c'est pas possible, ont été pointés du doigt par les politiques. Il y a eu tout cet amalgame médiatique sur, bah oui, les cités brûlent parce qu'elles écoutent Nique ta mère, elles écouteraient Georges Brassens, que ça brûlerait pas, en gros. Et on s'est arrêté à Nique ta mère, on n'avait jamais été plus loin. Moi, je pense que, ce que je disais tout à l'heure, nos ministres et présidents successifs auraient été bien inspirés de les écouter. Je pense qu'ils auraient peut-être eu des meilleures idées que de repeindre des cages de foot. Et donc, c'est un peu des deux, en fait. C'est eux, ce qu'ils ont cristallisé au-delà de eux, qui m'a intéressé d'un point de vue plus sociologique et politique. Et il y a le côté raconter une partie de l'histoire de France et en même temps raconter une épopée musicale. C'est vraiment, ça marche ensemble, mais ce qu'est le groupe, en fait. Eux, ils sont indissociables de ce phénomène-là. C'est dans leur ADN. Je pense que c'est très compliqué de faire un film sur NTM sans être politique. N'hésitez pas à lever la main. Merci. Ah, ça y est, c'est revenu? Ah. Donc, ma question, c'était, est-ce que, par exemple, la scène du film où il prend le car, il a la gueule en sang, etc., est-ce que vous avez vraiment grossi des choses ou ça s'est vraiment passé? Par exemple, ce truc des mecs qui disparaissent et qui reviennent la gueule défoncée, c'est une anecdote que pas eux m'ont racontée, mais des mecs de cette époque-là. D'accord. Ils me disaient, souvent on perdait un pote. On ne comprenait pas où il était pendant 3 jours, il revenait la tronche défoncée, il disait, bah, j'étais au Comico, j'étais en garde à vue et je me suis fait tabasser pendant 3 jours. Et ça, apparemment, c'était assez commun à cette époque-là. D'accord. Même Didier? Didier, lui, okay. Il y a des trucs, je ne pouvais même pas le mettre. Okay. Je trouvais ça stylé, donc je voulais savoir si c'était de la réalité ou... Ouais. Ok, ça marche. Bravo déjà, c'était magnifique. Je me demandais, quand tu as voulu faire ce film, tu savais déjà exactement, tu avais une idée pour ton casting ou comment ça s'est passé les essais? Vous étiez beaucoup. Théo, qu'est-ce que tu as dû préparer quand tu arrives à des essais comme ça? T'es nul. En fait, il y a eu 6 mois que pour trouver les deux. Et avec Mohamed Bellamar qui a fait tout le casting du crew, la question c'était, ok, mais on va où? Qu'est-ce qu'on fait? On va chez les rappeurs, on va chez les danseurs, on va chez des acteurs, on va chez des rien du tout, on va juste dans les quartiers et on cherche. Et on s'est dit au début, on gratte partout où on peut gratter, puis on verra. Donc lui, il a quand même sillonné pas mal la France, il s'est fait... Il y a quand même un gros... vivier hip-hop à Lyon, tout ça, aussi dans le Nord, il a quand même passé pas mal de temps un peu partout pour trouver, et ça permettait d'affiner la réflexion, et sincèrement, ça a été, au final, tu te dis, ça va être, une fois que j'aurai trouvé Didier, ça sera hyper simple de trouver Bruno, et c'était
relous pareil, parce que c'est hyper compliqué, il faut qu'il leur ressemble, mais pas vraiment, parce que c'est pas un docu, c'est une fiction, donc t'es libre, mais pas tellement, il y avait tellement de questions. Et en fait, Théo, lui, il est arrivé, parce que j'ai une comédienne avec qui j'ai travaillé, qui a travaillé avec lui, qui m'a dit « T'aimerais trop, c'est un acteur qui te plairait trop, tu devrais le voir. » L'autre, il arrive, la blague. En fait, je parlais de traits de caractère tout à l'heure où je m'accroche. Et comme j'avais étudié vite fait, enfin pas vite fait, mais pas vraiment en profondeur pour le casting Joey, moi j'avais l'impression que c'était un mec qui en avait juste rien à foutre. Oui, il en avait rien à foutre de tout, quoi. Donc pendant l'espèce d'interview qu'on fait à la fin du casting, la présentation, je répondais vraiment. Il en avait rien à foutre, il était comme ça sur sa chaise, il disait ouais. Et j'étais là, ça va leur plaire, ça va leur plaire. Et moi, du coup, quand je regarde la vidéo, je regarde Mohamed, je dis c'est quoi la vanne là? Je dis mais il s'en bat les couilles. Il me dit non, mais si tu veux, je l'appelle. Je dis mais on l'appelle rien du tout, on ne calcule pas, ça va pas. Et on avance, et en fait, est arrivé le moment où j'ai eu 5 Didier possibles et 5 Bruno possibles. Et sincèrement, j'ai hésité à le mettre dans les 5. Je me suis dit, mais il va me saouler, lui, je sens. Et en même temps, c'est horrible parce que t'as quand même dans ta tête ta pote qui t'a dit, ouais, mais c'est un comédien qui te plairait. Pour qu'elle me dise ça, c'est-à-dire qu'elle sait tellement ce que j'aime et tout, je me dis, allez, je vais accorder le bénéfice du doute à Émilie, ok, on y va. Et donc, il y avait les 5 après, pendant une semaine. Ouais. On était au théâtre pendant une semaine. Vraiment 5-6 heures par jour. On a travaillé, j'aurais fait un peu goûter à ma méthode de travail qui est un peu particulière et tout ça. Et puis pour le jeu, et puis on a fait un peu de rap, et puis on a fait un peu de danse aussi. Et tout ça mélangé, moi, m'a permis de voir quel genre de binôme je pourrais constituer ou pas, etc. À la fin, ils avaient un passage en rap à 2, et j'avais mis... Chandor, j'avais mis en 2 binômes différents d'ailleurs, et toi aussi, ouais. Et je les ai remis ensemble à la fin, et puis en fait c'était assez évident. Et ce qui était assez flippant, c'est que dès qu'il a pris le micro, Chandor, c'était cool chaîne, c'était très bizarre, il avait tout de suite chopé un truc dans son énergie, dans son attitude, mais il est ressorti en cool chaîne quand il était avec Théo, et pas du tout quand il était avec son binôme d'avant. Je sais pas, il y a eu un truc dans les deux qui s'est fait, alors qu'ils étaient à 10 000 km de... ce qui est filmé, mais déjà il y avait cette sensation que ça allait être possible avec eux deux. Mais ça a été long. Hein. Et pardon, du coup, encore une dernière question, mais quand vous êtes plus que 5, même si tu as l'attitude, mais t'es très stressé, ou comment tu gères, Théo, du coup, ce truc où d'un coup vous êtes plus que 5 pour un rôle, tu le veux trop, ouais. Ça devait être très très stress, non? Non, je suis pas un mec qui stresse beaucoup. Ouais. Donc, ouais. Mais je sais pas, c'est maintenant que jamais, quoi. Tu vois, je me dis là, j'y vais à 200%, quoi. Et même si j'arrive le premier jour et qu'il y a quand même beaucoup de gens qui venaient vraiment de citer et tout dans le casting, des fois carrément ils parlent, je comprends pas ce qu'ils disent. Bah, j'y vais et je me pose pas de questions, et je sais qu'il y a des trucs à faire. Alors la danse, je vais me donner à 200, je vais tout me donner à 200, et je veux avoir aucun regret, tu vois. Et je sais pas, non, je sentais que c'était possible. Je sais pas comment le dire trop. Parce que aussi, quand j'ai commencé à travailler tout au long de la semaine, tu vois, j'avais commencé la biographie et tout, et en fait, il y avait des petits points communs. Tu vois, Didier, il était martiniquais aussi, je savais même pas au début, et au fur et à mesure, il y a eu des petits points communs où je me suis dit, mais en fait, il me ressemble, donc vas-y, ça peut être pour moi, let's go. Et voilà. Bravo. Merci. Et oui, et au casting, pardon, il y avait des rappeurs. Il y avait des rappeurs, et il y avait que 2 comédiens, c'était Théo et Chandor. Sinon, et au moment, et il y avait surtout quand même des mecs qui rappaient. Et au moment de passer les morceaux, enfin de faire le passage sur scène, bah c'est quand même eux qui l'ont fait le mieux. Et tout simplement parce que ce sont des comédiens et que l'interprétation, ben, c'est un travail et c'est une gymnastique, et tu peux avoir le meilleur flow de 2021 ou 2020. Ben, là, on te demande de prendre le flow de mec en 88, c'est pas tes textes, c'est pas ton groupe, c'est pas tout ça, et c'est eux qui s'en sont le mieux sortis. Bravo, franchement, je trouve le film incroyable. Beaucoup d'émotions, et comme tu le disais, effectivement, tu as vraiment choisi une histoire
qui fait sens, qui a du sens. C'est un film qui est engagé, je veux dire, au-delà de la vie de Didier et de Bruno qu'on découvre. Il y a un aspect documentaire qui semble tellement réel et qui fait poser énormément de questions en fait, sur les politiques sociales. Le fait que finalement on a l'impression que la France s'enlise sur la question des quartiers populaires. Donc, puis le casting, enfin, juste incroyable. Votre binôme, il est époustouflant. Donc vraiment bravo pour ça. Moi j'aurais aimé savoir comment tu as réussi à convaincre Didier et Bruno, voilà, NTM en gros, à écrire sur eux et comment tu as réussi à extirper ces confidences, notamment de Joey Starr. Le premier rendez-vous avec Didier, il a duré, je pense sincèrement, je l'ai attendu 1 heure, il est resté 20 minutes. Et il arrive et il me dit très clairement, donc moi j'ai cette idée-là en fait de faire ce film en lisant le bouquin dont il a parlé tout à l'heure, l'autobiographie de Didier, La mauvaise réputation. L'époque du film, c'est 20 pages, c'est un chapitre dans son bouquin, mais tout de suite ça m'a fait sens. Ça m'a fait sens sur tout ce que je voulais raconter, ça recoupait tellement de choses que j'avais envie d'aborder, je me suis dit ok, c'est là que je dois aller. Donc tout le process après pour savoir, je trouvais c'est tellement étrange qu'il n'y ait pas de film encore sur eux ou de projet quelconque. Bref, mon agent me dit non, all clear, il n'y a rien. Si tu veux, je peux te mettre en contact avec lui parce que lui, j'ai accès à lui d'abord. Okay. Donc le hasard fait que c'est lui que je rencontre en premier parce que je ne le connais pas. Donc il arrive donc pas du tout à l'heure et il me dit ok, c'est très simple. Ça fait 10 piges que tout Paris veut faire un film sur NTM. On dit non, bah pourquoi attendre dire oui? Et c'est là où je lui dis, bah ouais, mais en fait, moi je veux pas faire un film sur NTM, je veux faire un film sur 30 ans d'abandon de jeunesse des quartiers. Il m'a dit quoi? J'ai dit, bah ouais, mon pote. Et à ce moment-là, donc on était 5 ans avant. Et je lui dis, bah ouais, donc on était en plein dans les départs en Syrie et tout ça. On est là à se poser des questions comme si on venait de se réveiller de ah bon, mais pourquoi les jeunes ils se sentent pas français, ils veulent partir apprendre à comment nous faire sauter la tête, c'est bizarre. J'ai dit bah voilà, mais en même temps vous, si on remonte à 30 années, vous aviez déjà posé le doigt sur la problématique et on a tout laissé pourrir. J'ai dit moi ce qui m'intéresse c'est ça. Il m'a fait tu veux vraiment faire ça? J'ai dit ouais, et il m'a dit bah ouais. Bah, il m'a dit je suis ton soldat et il a jamais bougé de son axe. Et donc après il a fallu aller voir Bruno. C'est un fonctionnement particulier, hein, vraiment. Donc, il a fallu avoir Bruno, etc. J'ai passé aussi mon examen auprès de Bruno. Et pour Didier, je crois que c'est vrai. Lui, en fait, il écoute son instinct, alors que nous tous, on se bride. Lui, il se bride pas. Donc, il s'écoute. C'est-à-dire qu'il te sent ou il te sent pas. Moi, il m'a senti. Donc finalement, avoir des confidences, c'était pas très compliqué. J'ai tout de suite compris que moi, c'était bon, j'étais tamponnée. Donc en fait, ça s'est passé de manière très simple. J'allais chez lui, je mettais en enregistreur et puis on parlait, je le faisais parler. Moi, j'avais vachement cadré mes choses, je savais où je devais aller, où exactement comment je devais orienter la discussion. Et puis en fait, des fois, de toute façon, c'est une mamie, hein, il radote, il a des trous de mémoire, il se répète 15 fois à chaque fois, mais tu arrives quand même à aller chercher des choses et puis malgré tout, c'est un mec qui te pleure dans les bras, il est très touchant, hein, je conçois qu'il puisse autant cliver, c'est une personnalité tellement complexe et en même temps il est sincèrement très touchant, c'est un vrai gentil, c'est juste qu'il s'est pris trop de coups en fait et qui ne sait pas trop plus du tout comment gérer le monde extérieur, mais c'est pas un méchant. Et c'est ça qu'ils avaient en commun. Et c'est ça que j'ai aimé chez Théo, c'est que ça a été même une baston auprès de mes producteurs pour faire accepter que bah oui, c'est Théo que je vais prendre. Ils me disaient bah c'est pas une racaille, parce que Didier c'est pas une racaille en fait. Moi ce qui m'intéresse c'est de le montrer comme je le vois. Et ils ont, je trouve, cette chose en commun, cette pureté d'âme. Ça c'est un truc qu'ils ont en commun. Bien plus que la Martinique. Moi, ça m'a marqué à un moment. Il y a une scène où vous êtes tous les deux en train d'écrire votre premier rap, là, et puis tu dis, je sais plus si c'est toi ou l'autre qui dit claquer au sol. J'ai trouvé ça marrant parce qu'en fait, il y a beaucoup d'inclusion des termes actuels. Et ça passe sans qu'on s'en aperçoive. Et en fait, j'ai trouvé ça fort parce que,
On n'est pas dans l'espèce de biopic suranné où on essaie de faire genre comme si c'était cette époque-là. Il y a ça, enfin, c'est vraiment le film de deux générations, de celle de la mienne qui écoutait en 96 Laisse pas traîner ton fils, et puis celle d'aujourd'hui qui a peut-être 15-20 ans et qui va comprendre tout ce qui s'est passé depuis, tout ce qui s'est pas passé aussi malheureusement. Enfin, c'est très puissant, je trouve, parce que vous avez réussi à dire des choses de maintenant, avec les mots de maintenant, avec des icônes d'hier. Ça, c'est vraiment assez puissant, je trouve. Voilà. C'était juste une remarque, plus qu'une question. Mais ça rejoint toute la réflexion que j'ai eue de travail justement pour me dire ok, mais c'est pas un film des années 90, c'est un film d'aujourd'hui, et comment parler d'aujourd'hui avec hier, et comment intéresser le public d'aujourd'hui qui, en plus, sincèrement, n'est pas forcément le public qui court au cinéma et qui vient en salle. Donc, tout ça, ça a été tout un process, toute une réflexion, et ça passait par des éléments de langage, même s'il y a eu tout un travail pour gommer les « wesh frère, t'as vu, nanan, nani », tout ça. On a quand même écrémé pas mal. Voilà, ce qui aide aussi, c'est que la mode vestimentaire, par exemple, et maintenant les années 90 sont redevenues à la mode. Donc il y a des repères déjà, je pense aussi, visuels pour les générations plus jeunes. Et puis visuellement, enfin, c'est un film d'aujourd'hui, clairement. Bonsoir. Merci pour ce film. En tout cas, il était riche en émotions, surtout sur le plan social, et aussi la déchirure entre Didier et son père. Je trouvais que c'était très très fort à ce moment-là. Et moi, j'avais une question pour Théo. Comment tu as abordé ça avec Didier? Tu m'entends? Ouais, non, tu regardais là en fait, parce qu'il a un micro. Je suis là. Je voulais savoir comment vous avez pu échanger sur les liens qu'il avait avec son père, parce que je pense que c'est quelque chose qui est vraiment une grosse déchirure, ça se voit dans le film. Et c'est ça qui casse aussi le groupe. Il a besoin de se faire remarquer, il a besoin de trouver une famille aussi qui est un peu cool chaîne au final, qui le soutient un peu comme un père. Et je voulais savoir à ce moment-là, toi, quand tu as construit ton personnage, comment lui, il a pu se livrer sur ces choses-là pour mieux que tu comprennes aussi ces déchirures qu'il avait. Je crois qu'on n'en a jamais parlé avec Didier. Voilà, j'ai jamais été sur terrain parce que tout ce que tu viens de dire, j'ai pu le trouver dans les différents trucs que j'ai lus, que j'ai regardés, tout ça. Et non, je sais pas, c'était hyper clair, même dans le scénar, c'était hyper clair ce qui se passait et ce dont j'avais besoin de travailler dessus. Et ouais, et bien sûr, avec l'acteur Jean-Louis Leca, là, qui fait mon père, on se donnait rendez-vous à peu près pareil dans le même théâtre. On avait fait les castings genre une fois toutes les 2 semaines, 3 semaines. Et en fait, les répètes avec lui, c'était vraiment, j'arrivais, je m'en prenais plein la gueule pendant 2 heures et je repartais, quoi. Donc, si tu veux, dans ma tête, moi, dans mon taf mental, si je peux dire, c'était vraiment... ouais, mon père, je le vois une fois... Et j'avais un peu coupé les contacts avec mon vrai père, tu vois. Je lui ai dit, il faut qu'on fasse une pause et tout. Parce que ça va m'aider, tu vois. Non, mais c'est vrai. Et ouais, du coup, une fois toutes les 2 semaines, j'allais voir mon père et je me prenais des branlées, quoi. Et au final, faire ça pendant 1 an, après, quand tu joues des scènes aussi fortes qu'on a eu à jouer, ça crée des choses intéressantes, quoi. Et qu'est-ce que je voulais rajouter? Je sais pas, j'ai oublié. Mais est-ce que, parce que moi je sais qu'aussi dans le groupe NTM, il y a eu plusieurs fois des déchirures, ils se sont recollés, et est-ce que c'est le fait aussi que Didier a toujours aussi poussé Gouchen à être un peu le rôle du père, il n'en a pas eu marre à un moment? Ça c'est hyper inconscient, mais c'est exactement ça. Moi je dis qu'il s'est déconstruit autour de son père, et toute la vie de Didier, c'est le désamour de papa. Et il s'est vraiment flingué à cause de ça, il abîme beaucoup de choses parce que ça. Moi, il y a un truc qui m'a marqué quand on travaillait, il m'a dit, il me raconte plein de trucs sur son père, il est en larmes, franchement, il y a un petit garçon en face de moi, il me raconte plein de trucs, bien au-delà de ce qu'il y a dans les livres et tout ça, et il me dit, mais, parce que j'ai réussi à le gauler en lui faisant parler de sa paternité à lui, et après en ramenant, je lui dis, c'est bon, ton lapin, tout ça, je le sais, tu l'as écrit, maintenant dis-moi allez chercher ce que t'as pas dit. Et il me dit des trucs quand même assez forts, et il me dit, mais tu sais, le pire, demain il m'appelle, je pars en courant, je viens en courant vers lui. Et en fait, j'ai devant moi un gaillard de plus de 50 ans,
qui est comme un enfant de 5 ans, qui attend que son papa lui dise « mais oui, je t'aime, mon fils ». Et ça, c'est... Je suis partie de là, je me suis dit « oh, l'enfer », mais ça, en fait, il a une vie horrible, rien que pour ça. Rien que pour ça, c'est trop dur. Il est le petit garçon qui est prisonnier et qui attend, qui est en attente, et il n'y a rien de pire finalement. Et oui, inconsciemment, il a demandé à Bruno de faire papa. Évidemment. Et aujourd'hui, il a un rapport de gamin avec Bruno aussi. Mais c'est ça, hein. Bruno est devenu papa. Et je pense que ça se voit quand même dans le film. À un moment donné, voilà, il y a le père et puis il y a Bruno qui tient la baraque. En tout cas, félicitations. C'est pour moi, au moment où il y a la scène d'embrouille dans l'appartement, pour moi, déjà, c'est un moment fort en émotion. Moi, j'en ai pratiquement pleuré. Et vers la fin, quand je le vois se détruire, il demande à Kouchen si sa mère est dans le public. Pour moi, c'est ça un peu le climax du film. Oui, puis c'est aussi l'histoire d'un garçon qui court après son père et qui trouve sa mère au bout. C'est ça, ouais, c'était très bien réussi. Et qui se rend compte qu'on lui a volé son enfance, parce qu'en fait, elle aurait pu être là plus tôt. Bonsoir. Alors déjà, je voulais vraiment vous féliciter. Je pense que tout le monde l'a un petit peu fait, mais là, plus techniquement, vraiment en termes de mise en scène et tout, c'était juste assez incroyable, les plans séquences. J'ai trouvé ça super, très bon, vraiment très bon. Donc déjà, félicitations pour ça. Je rejoins un petit peu ce qui vient juste de se dire en fait, et je voulais savoir le fait que le film en fait soit fait sur Joey Starr, parce que pour moi quelque part il est un petit peu fait plus sur Joey Starr que sur Kouchen. Est-ce que c'est une volonté dès le départ et c'est pour ça que tu as rencontré dans un premier temps d'abord Joey Starr et tu as voulu avoir son aval à lui ou pas du tout? Non, alors confidence, pas confidence. Non, j'ai d'abord rencontré Joey Starr parce que le hasard a fait que j'ai eu accès à lui. Après j'ai entamé des démarches pour rencontrer Kouchen. Mais c'est ce que je disais, c'est un fonctionnement particulier, c'est deux personnes qui, je pense, ont atteint leur... On a le truc de soleil, là, on a un taux d'ensoleillement, je ne sais plus comment ça s'appelle, un capital soleil. Eux, ils ont éclaté leur capital, je pense, de cohabitation ensemble, et de loin. Du coup, rien n'est simple. Donc, d'un seul coup, et puis on parle d'ego, et Kouchen, c'est un ego meurtri. C'est un mec qui comprend pas pourquoi, alors que c'est lui le mec qui bosse, qui est carré, qui porte tout, pourquoi on le regarde pas. Moi, Bruno, ce que je mets dans le film, si je monte pas sur scène avec toi, t'es invisible, etc. Mais c'est des trucs que Kouchen m'a dit. Il m'a dit, moi, si je monte pas sur scène avec lui, on me regarde pas. Moi, il faut 4 projos sur moi pour me voir. L'autre, il arrive, il fait « et tout le monde fait « ouais !» Je dis, c'est dégueulasse. Et il explique quand il faisait de la danse qu'ils étaient plus petits. Il dit « moi, j'étais le seul à faire des coupoles, à passer des trucs sur la tête, mais le seul limite de l'Île-de-France. » Il dit « lui, il arrive, il fait... » Et t'as tout le monde qui fait « oh !» Et l'autre, il peut être par terre, on n'en a plus rien à faire. Et ça, c'est terrible. Mais l'aura, tu l'as ou tu l'as pas. Et je pense que ça a toujours été très dur pour Bruno d'être dans l'ombre, en fait, quelque part. Du coup, quand moi aujourd'hui, je suis hyper avisée, je peux monter NTM pour les nuls et donner à tout le monde les clés de comment le groupe fonctionne. Mais à l'époque, ça, je l'avais pas. Donc moi, quand je fais ma démarche toute naïve, d'abord Didier et puis Bruno, quand j'arrive auprès de Bruno, il me dit « ah ouais, t'as vu Didier d'abord ?» Ah bah ok, bah tu vas prendre cher. Et j'ai pris cher. Donc voilà, mais c'est aussi pour ça. Et après, de l'aveu de Bruno, il me dit « de toute façon, tu fais bien d'axer sur Didier parce que moi, ma vie, en fait, il n'y a rien à raconter. Moi, mes parents, ils sont là, ils m'aiment. Et oui, après, voilà, c'est sûr que narrativement parlant, c'est beaucoup moins riche. » Ouais. Merci. Bonsoir à tous. Je voulais d'abord vous féliciter parce que ça a été pour moi, enfin toute l'équipe, hein, Théo, Chloé et vous, et toute la troupe, parce que c'était pour moi un vrai voyage dans le temps. Ça m'a rappelé des souvenirs, hein, les MJC un peu animés, les soirées dans les MJC. Voilà, moi j'ai vécu cette période-là, voilà, du début du rap français. Et donc voilà, je voulais un grand merci parce que c'est fidèle à ce que j'ai vécu
Et je trouve que c'est très très bien joué. Bravo à vous. J'avais une question, cette fois c'était pour Chloé. Comment on fait pour être la seule fille dans un groupe comme ça? Parce que à l'époque c'était pas simple. Et je me dis en plein tournage. Raconte-nous. C'était quelque chose et je l'ai compris direct. Donc j'ai fait quelques castings toute seule où il fallait danser. J'ai vu plein de filles défiler pour le rôle. Quand j'ai passé ce cap-là, je crois qu'on était 2 à la fin. Et je suis arrivée et je crois que j'étais l'un des derniers rôles. Je crois que l'équipe était... J'étais sur la fin, l'équipe était constituée quasiment entièrement, mais je crois qu'il y avait tout le monde quasiment. Et je suis rentrée du coup dans un théâtre parce que le casting s'est passé dans un théâtre. Et j'étais avec 15 mecs, quasiment. 15 mecs qui se connaissaient depuis quelques semaines. Et je me suis dit, ok, c'est là que je dois faire mes preuves, c'est là que... c'est sur ça en fait, c'est dans le fait d'être face à ces 15 mecs et d'envoyer. Et ça s'est bien passé parce qu'en fait, ils ont tous des personnalités différentes et tout, mais ils sont tous ultra touchants et on a connecté tout de suite. Donc j'ai eu des petits trucs, ouais, ça va être toi, t'inquiète pas, on t'a bien aimé et tout. Donc ça m'a aidé à rentrer dedans et après ça allait très très vite. Et ouais, c'était quelque chose. C'est un univers très masculin. Il faut un peu s'imposer comme un mec. Et j'ai appris beaucoup de choses à leur contact. Mais en même temps, j'avais des petits privilèges, voilà, d'être la seule meuf. Parce qu'ils ont pris soin de moi. Et c'est des amours en vrai. Ouais, c'était quelque chose. Voilà. Parce qu'effectivement, on peut parler aussi un petit peu du crew, parce que quand on pense à NTM, on pense effectivement à Cool Chain et puis à Joe Star, mais on pense pas... Enfin, moi, pour le coup, je connaissais pas l'histoire des 30 personnes au départ, donc de toute la clique qu'il y avait autour. Et justement, intégrer ce crew-là, ça a quand même dû être aussi assez gratifiant, je pense, pour toi, Chloé, et puis pour toi, Ryan, aussi. Et justement, comment ça s'est passé, cette intégration, comment on a abordé justement ce rôle-là. On va le faire parler un petit peu aussi, parce que... Comment je suis rentré dans le groupe? Et moi, j'étais au départ avec, sur le callback avec les 10 personnes. Ouais. Après, je sais pas, moi, Audrey m'a dit, t'apprends... Genre, il y avait 5 Joe Star et 5 Cool Chain. Et moi, je sais pas, elle m'a dit, t'apprends les 2 textes, tout ça. T'apprends Joe Star et Cool Chain. Ouais. Après, après, on a fait quelques scènes, tout ça. Et après, un jour, elle m'a dit, bah, je te prends. Après, j'étais content. Nickel, quoi, carré. Basique. Moi, je rajoute quand même que Ryan, en fait, il habite juste à côté de chez moi, mais juste de l'autre côté du périph'. Et comme on s'est lié assez vite d'amitié à mort, tu vois, et que c'est devenu comme mon frère, et bah, lui m'a vachement apporté ce truc de cité que moi, j'avais pas du tout. Il m'a présenté à tous les gars de son quartier, j'ai pu passer toutes mes journées là-bas comme je voulais, et ça m'a vraiment servi. Donc voilà, vraiment sans les gars qui sont autour de nous, il n'y aurait pas ce résultat-là. C'est le crew, quoi. Ouais, exactement. L'esprit crew. C'est près de les comouk. Hein? Et ben on y était la semaine dernière, il n'y avait pas de vague. Bientôt. Bon, bah, écoutez, en tout cas, merci beaucoup pour ce moment partagé avec nous. Je pense qu'on est vraiment privilégiés. Il reste encore une question, non? Oui, pardon, Sébastien. Excuse-moi. Pas de souci, Sébastien. Bonsoir, bravo pour ce film. Parce qu'on est au-delà du documentaire, on est au-delà du biopic. C'est un vrai film de cinéma avec un vrai parti pris artistique. Donc voilà, encore une fois, bravo, sincèrement. Justement, moi j'aime le cinéma, on aime tous le cinéma. Quand on va au cinéma, on lève la tête. Et comme vous le savez, il y a une série qui se prépare pour Netflix qui va arriver dans quelques mois. Terrain glissant. Vous êtes les premiers à être venus sur le terrain de NTM et de Suprême. Comment vous voyez cette série Netflix arriver comme un coup de poignard? Alors, je ne sais pas si je la verrai, je ne le vois pas parce que je ne la verrai pas, mais un coup de poignard, oui, mais en fait, on peut le dire, ça s'appelle du plagiat. Voilà. Donc, libre à vous après de regarder, mais ça a été compliqué. En même temps, je me suis dit la meilleure façon de leur fermer leur bouche, c'est de faire le meilleur film possible. Et puis voilà. Et puis après, de toute façon, avec le Covid, etc., je pensais même que le film allait jamais se faire et que eux allaient se faire, puisque
n'y a pas de problème de diffusion pour les plateformes. Maintenant, sincèrement, quand je vois la tronche de leurs acteurs, mais je suis morte de rire et je me dis que tout va bien. Et surtout qu'ils font du playback, donc en fait, voilà. Et vive le cinéma. Voilà. Et vive Audrey. Moi, j'ai envie de vous dire un grand merci. Merci pour ce qu'on nous a fait le privilège d'ouvrir pour le Festival des Invisibles. Vous pouvez vraiment être fiers du film que vous avez accompli et je vous souhaite vraiment le plus grand succès possible. Le film sort, si je dis pas de bêtises, le 24 novembre. En tout cas, pour l'instant, il est daté le 24 novembre. Espérons que ça ne bouge pas, s'il vous plaît, parce que le cinéma français a besoin de ce genre de film, justement. Donc on croise les doigts que la sortie soit bien maintenue au 24 novembre. Que les gens aillent en salle. Et que les gens aillent en salle, exactement. Et qu'on ne soit pas embêté avec toutes les restrictions sanitaires. En tout cas, bravo, merci. On croise les doigts. Les messieurs dames, comme d'habitude, hein, vous avez aimé le film, vous en parlez. En plus, vous êtes les tout premiers à le voir. Donc c'est vous la source. C'est vous la source. C'est vous, à vous de faire le bouche à oreille. Et puis vous n'avez pas aimé, ben, vous taisez à jamais. Voilà. On vous donne rendez-vous demain pour la suite des Invisibles, à partir de 15h pour le 3 minutes chrono, la sélection coup de cœur. Demain soir, l'avant-première du film Les Meilleurs. Et pour terminer, l'avant-première du film La Fracture à 17h dimanche. Un grand merci d'être resté avec nous. Très bonne soirée à vous. Et puis on se voit demain pour la suite.